Hello! J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de viewers pour l'instant, ou sinon le compteur est complètement à l'ouest. Donc oui, le compteur est à l'ouest parce qu'il m'affiche 0 viewers. Mais je vous vois parler sur le chat. Donc vous êtes là. Est-ce que vous m'entendez correctement déjà? Est-ce que vous m'entendez mieux qu'hier? Parce qu'apparemment le son n'était pas bon hier. Mais j'ai pas retrouvé mon micro. Ah bah ça y est, d'un coup, ça vient d'afficher 15 viewers là. Alors, t'inquiète pas Manu, parce que cette fois j'ai pas oublié de cliquer sur Start Recording. Donc ça y est, j'aurai une version moi-même. On va attendre quelques minutes juste pour laisser le temps aux retardataires de se connecter. Salut Manuel. Ça fait plaisir de voir des noms là que j'ai pas vus depuis longtemps. En plus aujourd'hui ça va être rigolo. Ceux qui se connectent pas vont rater un truc. Des trucs même. Bon alors j'en profite, là, je sais pas si vous avez remarqué le raffinement de ouf sur le terminal. C'est hier en fait, c'était un peu dégueulasse parce que la vidéo était carrée là. Puis là vous voyez là, le petit rebord et tout pour faire un peu ancien là. Hein, je suis devenu expert S OBS. Donc il y a eu du GIMP pour la transparence. Je vous ferai un petit topo si vous voulez. Je ferai une vidéo spéciale euh, tuning de sa chaîne Twitch. Donc voilà, c'est tout beau. Puis c'est pareil sur le terminal, c'est pareil. Hop, tac. C'est la classe ou pas? Je ne suis pas peu fier de mon œuvre. C'est pas fini. Hein. Bientôt il y aura des trucs de Jackie partout, machin qui clignote. Je sais pas si on peut mettre, je pense pas. Je sais pas si on peut mettre des trucs cliquables dans une vidéo Twitch. Il me semble que sur Facebook, sur YouTube c'est possible, mais sur Twitch je sais pas. Bon, il est 15h03, on va attendre 2 minutes. Merci. Merci. Non oui là c'est le petit défait qui change tout. Le petit dégradé là il change tout. Alors je suis en mode été parce que dehors il fait 38. Donc dedans il fait un peu chaud. Et j'ai pas la clim. Ah non, moi je suis pas. Ah non, mais alors je suis pas du tout sous K2, hein. Soyons clairs. Alors j'ai aucun grief envers K2, c'est juste que je, c'est pas un environnement que j'aime bien. Mon environnement c'est depuis des années, c'est XFCE. C'est un environnement graphique qui est joli. Enfin non, par défaut il est moche. Par défaut il est très moche. Mais avec un minimum de tuning, il est très joli. Et puis, on a l'avantage sur GCU, de façon générale, dans notre petit cercle de committeurs, là, de connaître des gens qui participent au projet. Et XFCE, c'est toujours un projet vivant. Alors, il n'y a pas des nouveautés de ouf à chaque release, mais ça reste un projet assez intéressant et vivant. Et encore une fois, réactif et joli et surtout léger. En fait, il n'y a pas 450 milliards de démons qui tournent pour rien. Bon, il est 15h05, on va démarrer.
Et on va reprendre là où on s'était arrêté hier. Et en fait, hier, j'ai honte parce qu'on a laissé euh, ces pauvres militaires, ces pauvres personnes du DARPA en position latérale de sûreté. Les pauvres n'ont pas vraiment compris ce qui se passait. En tout cas, ils n'ont pas vu venir. On a ce système d'exploitation 4.3 BSD qui commence à circuler un peu partout, sans vraiment qu'il y ait de contrôle. Il s'envoie, enfin c'est essentiellement des cassettes à l'époque, quoique on commence à avoir des taux de transfert pas trop dégueulasses. Il faut savoir que un système complet, un système d'exploitation complet, donc 4.3 BSD entre autres, mais enfin un système de cette époque-là, ça tient sur même pas quelques mégas quoi. On est très très loin des monstres qu'on manipule aujourd'hui. Enfin, du matos de l'époque, bon là, on est plutôt autour des années 80, donc on commence à avoir des disques durs, bon, qui prennent certes l'espace d'une pièce entière, mais on commence malgré tout à avoir des disques durs. Et mais bon, typiquement, 1 meg, c'est gigantesque. Donc avoir un système d'exploitation qui dépasse 10 MB, c'est un truc de fou quoi. Ce serait le Windows de l'époque. Donc les systèmes, on va le voir tout à l'heure. Je vais vous montrer très concrètement. D'ailleurs, je vous le montre tout de suite. Je vais vous montrer la taille d'un système complet. Donc je vais vous montrer tout à l'heure. On va jouer avec des versions anciennes d'Unix. Je vais prendre par exemple ici, c'est 2.11 BSD. Donc 2.11 BSD, c'est tout début des années 80. Et c'est surtout une version, celle-là, dans laquelle a été backportée la fameuse pile IP dont on parlait hier. Et alors, vous allez voir, ah oui, 167 MB, c'est parce que en fait c'est un disque complet, c'est un dump du disque. Mais l'OS en tant que tel, on va booter dessus tout à l'heure, vous allez voir qu'il n'est pas énorme. Et alors, le plus impressionnant en fait, c'est les anciennes versions. Donc ça date, donc Unix V5, ça date des années 70, fin des années 70. Et là, voilà, si je dis pas de bêtises, 2,4 MB pour un système d'exploitation complet. C'est quand même pas de la merde, messieurs dames. Donc, je reprends, boum. Donc on s'était arrêté à l'existence, à la sortie de 4.3 BSD qui a été qualifiée depuis une des meilleures, enfin le titre anglais c'est One of the best piece of software ever released. Donc un des meilleurs softs jamais publiés quoi. Et avec le temps, en fait, eh bien, il y a beaucoup d'entités autres que universitaires qui commencent à s'intéresser à Unix. Et en l'occurrence, alors je vais essayer de faire un effort. Si on m'a dit que je regardais partout sauf la caméra, donc je vais essayer de regarder la caméra. En fait, il y a pas mal, c'est bizarre de regarder la caméra, il y a pas mal d'entreprises qui commencent à s'adresser directement à Berkeley plutôt qu'à AT&T pour disposer d'un système d'exploitation Unix pour leurs besoins divers et variés. C'est les sociétés qui s'adressent à Berkeley demandent quelque chose de tangible, une licence, un truc, quelque chose d'écrit quoi. Enfin, ils ont ce soft, donc ce système d'exploitation complet, ils ont le droit de s'en servir. A priori, ils ont le droit de le redistribuer, c'est un truc de fou. Enfin, c'est quand même bizarre. Enfin, c'est un truc qui est dérivé d'Unix. Unix à l'époque, ça vaut. Et alors, mettez-vous en situation. On est au début des années 80, mi-80.
une licence d'Unix, ça vaut 250 000 $. Okay, on trouve que les licences Red Hat sont chères, là en l'occurrence, on est sur. Bon, après, ce sont des systèmes d'exploitation qui s'adressent pas au PC de monsieur et madame tout le monde. Ce sont des systèmes d'exploitation professionnels, machin, pour ce qu'on appelle des mini-computers, non pas des micro-computers, donc vraiment, enfin des mainframes, des trucs assez costauds. Mais bon, néanmoins, 250 000 $, c'est quand même pas rien. Et les sociétés qui veulent bénéficier d'une version de BSD, donc a priori 4.3, donc pour bénéficier entre autres de la pile IP, eh bien, demande à payer quelque chose pour avoir un papier, un truc officiel. Et ça donne lieu en fait à la création d'une licence. Et là, on commence vraiment à ouvrir, à créer, à rentrer, à faire naître ce qui va être le mouvement du logiciel libre. Ça a pas encore ce nom-là, c'est encore un peu chelou en fait. On sait pas trop comment ça marche, on sait juste qu'on s'échange des copies de systèmes d'exploitation qui sont issus de l'université, qu'on a le droit d'avoir le source, et que comme on a le source, on peut faire des trucs avec. Et par conséquent, l'université de Berkeley, en particulier la CSRG, toujours la même, décide de faire payer chaque licence de BSD Unix 1 000 $. Voilà. Face aux 250 000 $ d'AT&T, ça représente pas grand-chose. Et avec ces 1 000 $, ils fournissent à chaque société un bout de papier. Sur ce bout de papier, il y a la première licence BSD, Berkeley Software Distribution, qui dit en substance, tu fais ce que tu veux. Tu veux distribuer, tu distribues, tu veux modifier, tu modifies. Je pense qu'ils sont censés garder le nom original de Berkeley dans la licence, dans la première, mais c'est tout. Après, tu peux vendre, tu peux rendre le truc binaire, tu fais ce que tu veux. Et c'est littéralement la toute première licence libre qui a été écrite par des étudiants en droit, mais des étudiants en droit qui étaient eux-mêmes à Berkeley. Et tout ça, encore une fois, les fait immensément marrer. Kirk McCusick, dont je parlais hier, quand il raconte cette histoire, il est mort de rire parce que les boîtes demandent à payer 1 000 $, pour avoir un papier qui dit littéralement tu fais ce que tu veux avec mon code. Nous de toute façon, on s'est fait payer par l'armée. Voilà. Et alors, le truc qui arrête jamais de donner, ils vendent 1 millier de licences. Non, plus que ça. En gros, ils vendent pour 1 million de dollars de licences. Donc, ajouté aux millions qu'ils ont reçus de l'armée. Bon, ça leur permet de bosser encore sur le système d'exploitation BSD, quoi. Donc, c'est super pour eux. C'est super pour eux jusqu'à ce que, à un moment donné, quand tu commences à énerver trop de monde, trop souvent, ça commence à couiner. Et en l'occurrence, AT&T, on peut leur prêter les intentions qu'on veut, etc. On peut dire que c'est des gros méchants et tout. Mais à la fin, ce sont les créateurs, alors un peu malgré eux, parce que Dennis Ritchie et Ken Thompson, quand ils ont repris le travail sur Multics pour réaliser Unix, ils l'ont fait un peu en loose. AT&T n'était pas pour. Ils ont un peu fermé les yeux sur le matos et tout. Mais à la fin, c'est presque du travail sur les week-ends pour rigoler, quoi. Mais bon, à la fin, ils ont quand même financé. Et à la fin, Unix originel, il est d'abord né chez AT&T.
Et donc, ils font un peu la gueule. Et ils font un peu la gueule à juste titre parce que autant 4.2 BSD, 4.3 BSD disposent d'une pile TCP/IP, autant l'Unix originel d'AT&T, non. Donc, qu'est-ce que vous croyez qui se passe? Forcément, les gens veulent plus travailler avec BSD Unix qu'avec avec l'Unix originel. Il faut savoir que, et c'est important pour la suite, donc là on est encore une fois mi-fin des années 80, plutôt mi des années 80. Le système, les systèmes BSD, 4.3 BSD, sont composés d'énormément d'outils qui sont maintenant créés, qui sont issus de Berkeley, de la CSRG, avec quelques bouts évidemment d'Unix System 5, et notamment des parties du kernel. Okay. Mais, par exemple, la pile IP qui a été écrite par la CSRG va être importée verbatim dans Unix chez AT&T. D'accord? Et ceci a son importance pour ce qui va se produire ensuite et les tensions qui vont exister. Le truc, c'est que AT&T, c'est une boîte, enfin c'est une grosse boîte, c'était déjà une grosse boîte. Et donc ils intègrent TCP/IP, mais avec leur propre header, avec leur propre licence quoi, dans le code C. Oui, tout ça est du C, hein. Je ne l'ai pas précisé depuis hier, mais on n'écrit pas un système d'exploitation de cette envergure avec des langages, disons, lents, quoi. Ou en tout cas pas appropriés, qui ne permettent pas de s'adresser directement à des adresses, etc. Bref, c'est un autre débat, on en parlera probablement une prochaine fois. Et donc, AT&T fait la gueule. AT&T fait la gueule parce que finalement, les entreprises préfèrent acheter, logique, un Unix qui fonctionne bien, qui a une pile TCP/IP fonctionnelle, et où en plus ils ont les sources. Ils préfèrent l'acheter à Berkeley à 1000 balles que chez AT&T à 250 piles. Donc, ni une ni deux, vous savez très bien, les US, c'est le pays des procès. Donc, se monte un procès assez gigantesque et un bras de fer non moins gigantesque entre Berkeley et AT&T. Alors là, on est plutôt sur la fin des années 80 et au début des années 90. Et là, il se passe un truc assez intéressant. Est-ce que c'est regrettable? Je ne le sais pas. Je ne porterai pas de jugement sur ce qui s'est produit. Mais ce procès et ces tensions qui ont lieu entre les deux entités encouragent un jeune étudiant finlandais en 1991 à publier sur un newsgroup, Minix en l'occurrence, le newsgroup, une version d'un système d'exploitation sur lequel il est en train de travailler, qui est tout à fait en early stage comme on dit. Cet étudiant, vous l'aurez compris, c'est Linus Torvalds, et l'OS c'est Linux. Et il faut savoir que ce geste, en tout cas cette action, n'est absolument pas anodine. Quand je vous disais hier que cette histoire, en fait, l'histoire de la création d'Unix, de BSD Unix, de comment l'Internet s'est glissé dans tout ça, et comment le mouvement du logiciel libre est né, littéralement, de ce magma-là, c'est que vraiment, c'est l'origine des temps. Enfin, pour nous, alors sysadmin, développeurs, en tout cas personnes qui naviguons dans les sphères du logiciel libre, c'est un
Je sais pas si vous regardez Loki en ce moment de Marvel. C'est un Nexus Event. Le truc, ça a créé une nouvelle timeline où l'open source prend littéralement le contrôle de l'informatique. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, enfin, les frigos connectés font fonctionner Linux, faut être clair. Alors oui, c'est un Linux, machin, qui vient de chez Google avec des trucs qui vérifient ce que vous mangez pour savoir si vous allez crever du cholestérol, etc. Mais à la fin, ce sont des systèmes d'exploitation Linux. Et donc des héritiers des systèmes Linux. Euh, donc cet étudiant-là, Linus, profite et il le dit. Il l'a dit plus tard, il dit, enfin, j'ai vu que c'était le bordel, ces histoires de procès entre AT&T et Berkeley. Et honnêtement, s'il n'y avait pas eu ces procès, si ça n'avait pas été autant le bordel juridique, euh, probablement que Linux ne serait jamais sorti en fait. Il n'y aurait pas d'intérêt à avoir Linux. Et en fait, là où il ne faut pas se tromper, c'est qu'il a joué là-dessus. Il a absolument trollé là-dessus. En disant, ouais, de toute façon, AT&T, ils sont trop gros, ils vont probablement crusher Berkeley, BSD, ça va être illégal, vous n'aurez pas le droit, machin, enfin, FUD, fake news, etc., de sa part. Bon, j'ai pas de jugement. Okay, peut-être que j'aurais fait pareil, peut-être que non, je sais pas. En tout cas, quoi qu'il en est, il a absolument tiré profit de cette situation. Et en fait, la situation a traîné pendant très longtemps, plusieurs années, avant d'obtenir une situation, disons, acceptable, où chacun met de l'eau dans son vin et comprend que l'autre n'est pas forcément le méchant. Pourquoi je dis ça? Euh, les avocats d'AT&T ont en particulier... Alors, il faut savoir que dans BSD Unix, il ne reste de l'Unix original que pas grand-chose, à peine quelques fichiers. Les outils ont pratiquement tous été réimplémentés, enfin il reste vraiment pas grand chose. Il reste des bouts du noyau, qui ne sont pas forcément les plus compliqués, mais il en reste. Et en particulier, il tombe sur euh, du code réseau, une stack TCP/IP. Et quand il compare, ces abrutis, ah putain mais c'est le même code. Le code TCP/IP là, dans Unix machin, c'est le même que dans BSD. Exactement. Oh les salauds, ils ont juste mis leur licence en tête, licence BSD machin. Ils nous ont volé notre travail, nan. Sauf que ces abrutis, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est l'inverse qui se passait. C'est-à-dire que c'est Berkeley qui a travaillé sur la pile TCP/IP, comme je vous l'ai raconté, qui a été intégré dans Unix, qui a zappé les leaders Berkeley, qui ont mis property AT&T machin. Et du coup, en fait, avant de comprendre ça, avant de comprendre le micmac qui existait et la mésentente du truc, bah, il s'est passé extrêmement longtemps. Et tout ça a été très préjudiciable pour BSD Unix de façon générale, et donc ça a laissé pas mal de place à Linux. Dans le même temps, la CSRG s'est pas croisé les bras en attendant que ça passe et de voir si on a une sortie correcte de ce procès. Donc, ils ont commencé à sortir / réécrire des morceaux d'Unix et en particulier ceux pour lesquels il y avait encore du code source de l'Unix d'AT&T. Cela aboutit à une première version qui s'appelle net1, net/1, qui est une première version de BSD Unix avec une bonne partie des outils réécrites from scratch par la CSRG. Alors, non plus Bill Joy, puisque Bill Joy, du coup, en 82, a fondé, est cofondateur de Sun Microsystems. Lui, il est parti travailler chez Sun. Ce qui n'empêche pas qu'il a continué à bosser avec Berkeley, en particulier sur NFS, comme je vous le disais hier. Et donc, cette version Net 1, donc le nom complet c'est Networking Release /1, est une version
de BSD Unix avec vraiment très très peu de code source issu de l'Unix originel, et lorsqu'elle est distribuée, parce qu'elle est distribuée, il ne distribue pas le code source en provenance d'AT&T. Okay, les personnes doivent se démerder et acheter une licence plein pot d'Unix et mettre par-dessus cette distribution. Je rappelle, hein, le mot distribution lui-même est issu de cette histoire-là. Et caler la distribution NetOne dessus. Ça, c'est en 89. Et en 91, eh bien, il y a une release qui est très importante pour la suite des opérations. Il y a une release qui s'appelle Net 2 qui sort. Cette release Net 2 est nettoyée de toute présence de code d'AT&T. C'est une version, disons, propre. Et c'est une version qui est... Alors pardon, non, c'est Net 1 ce que je veux dire là. Net 1, donc il reste encore des bouts qui sont dépendants de l'Unix originel, okay, mais qui ne sont donc pas livrés avec. Et Net 1 est publié avec, et c'est la toute première fois, une licence, la licence BSD stricto sensu. Okay, il est livré avec cette licence. Et Net 2, donc en 91, eh bien, nettoie encore plus le code originel et propose tout un tas d'outils. Je ne les connais pas par cœur, hein. Mais ça se trouve assez facilement. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer un truc, un site très intéressant où vous pouvez retrouver toutes ces infos. Et donc Net 2 se retrouve nettoyé de pratiquement de tous les éléments en fait d'AT&T et devient un système d'exploitation à part entière. Okay, c'est pas du tout la fin. Au contraire, alors on est en plein procès. Hein, en 91, enfin, le bordel ne fait que commencer. Néanmoins, la CSRG continue à bosser. Et vous le savez probablement, au début des années 90, voire fin des années 80, plutôt au début des années 90, il y a une architecture qui commence à s'imposer comme l'architecture, disons, standard, même si le processeur est critiquable, etc. etc. Et cette architecture, c'est l'architecture x86. En particulier, le processeur 386, donc Intel, qui dispose d'un certain nombre de fonctionnalités qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'un système d'exploitation multi-utilisateur, multitâche, avec des compartiments de sécurité, on va dire ça comme ça. Qui permettent d'avoir, par exemple, de la gestion de mémoire et de protéger les accès mémoire d'un processus sur l'autre. Encore une fois, pour l'instant, je ne rentre pas vraiment dans le détail technique parce que je ne connais pas le niveau global des personnes qui écoutent. Donc je vais rester assez vague sur ces fonctionnalités, mais sachez que le processeur 386 est un processeur qui est un très bon candidat pour faire fonctionner Unix, ou en tout cas BSD Unix. Sauf que à l'heure de Net 2, n'était supporté que une poignée d'architectures et le x86 n'était pas parmi elles. Donc il y avait le VAX, hein, comme je l'ai dit, le PDP-11 évidemment. Il y avait Sun a commencé à bosser sur des archis à base de 68000 Motorola. Et donc je pense qu'à ce moment-là, c'était déjà fonctionnel. Donc il y a un tas d'architectures, mais le x86 ne faisait pas partie de ces architectures. Je fais juste une parenthèse, est-ce qu'on m'entend correctement? Parce qu'on m'a dit plusieurs fois hier, après le live, qu'on m'entendait étouffé ou pas assez fort, etc. Est-ce que le niveau est bon? Est-ce que le niveau sonore est bon? Ok, super. Ok, merci beaucoup. Donc c'est ça. Ok, génial. Donc, eh bien, une des tâches que la CSRG
se met, se met à endosser, à embrasser, à faire évoluer, c'est le portage de BSD, en particulier de la release Net 2, sur PC. On va dire ça comme ça, sur x86, quoi. Ce sont deux personnes, un couple en l'occurrence, c'est Lynn et William Jolitz, oui je regarde mes notes, qui réalisent ce travail, qu'ils ont documenté, donc ça j'en ai parlé un petit peu hier, qui a été documenté dans un livre, je ne me souviens plus du titre, mais je peux vous le retrouver assez facilement, dans lequel, alors vraiment, enfin, pour les gens qui sont intéressés par l'architecture de façon générale, enfin, CPU, le fonctionnement profond des systèmes d'exploitation, la mémoire virtuelle en particulier, vraiment le fonctionnement des processeurs et de ce qu'est un ordinateur finalement. Enfin, ce bouquin est juste incroyable. Bon, j'ai pas mal oublié depuis, mais il est vraiment absolument incroyable et c'est le récit du portage de BSD Unix de Net 2 sur x86. Et ils font un travail incroyable et en fait, ce qui se met en place là, c'est, alors oui, c'est vraiment les prémices de ce qu'est une communauté, d'avoir des gens de plein d'horizons qui contribuent à un système d'exploitation, parce que là, on est vraiment début 90, et début 90, il y a enfin, le net existe. Enfin, les universités les plus riches ont des modems 56K. Enfin, c'est parfaitement suffisant pour s'échanger des fichiers de quelques mégas. C'est chiant, ça j'ai fait. C'est chiant, mais ça marche. Et en l'occurrence, voilà, c'est vraiment un truc dément qui est en train de se passer. C'est-à-dire que il y a ce couple travaille là-dessus. Puis ils ont des idées très arrêtées sur comment ça doit fonctionner, etc. Et ils reçoivent des patchs de plein de gens différents. En fait, il commence à y avoir vraiment du monde, généralement des universitaires, euh, qui veulent participer en fait. Ça porte pas encore de nom. Hein. C'est pas, on parle pas encore d'open source, on parle pas encore de communauté, etc. Mais c'est ce qui est en train de se produire. Sauf que c'est là où je mets un bémol. Donc 386 BSD fonctionne très mal. Enfin, en tout cas, c'est une tannée à installer. La documentation est vraiment pénible. Et en perso, j'ai jamais essayé. Là, je ne fais que relayer ce que j'ai lu maintes et maintes fois. Et 386 BSD, c'est vraiment une tannée à prendre en main. Pour info, j'ai appris en préparant ce live il y a 2 jours que en fait le code source de 386 BSD est sur GitHub. Je ne le savais pas. Et donc voilà, 386 BSD, c'est très très compliqué à prendre en main et à installer. Et le couple Jolitz reçoit pas mal de contribs, sauf que ils sont pas super chauds pour intégrer les contribs. Ça va peut-être vous rappeler quelqu'un, ou plusieurs personnes d'ailleurs, dans le monde du logiciel libre. Vous savez, très souvent, il y a des projets qui sont officiellement libres, mais où bah voilà, les créateurs ou les fondateurs ou les mainteneurs du logiciel sont pas forcément super chauds pour intégrer des patchs, des améliorations, etc. parce que ça convient pas à leur vision. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé. Et en fait, en soi, alors ça a créé beaucoup de frustration au sein des développeurs qui avaient envie d'améliorer 386 BSD. Mais ça a aussi
générer des envies, des vocations. Et en particulier, il y a un groupe d'utilisateurs, alors plusieurs, mais d'abord celui-là, qui est vraiment, vraiment frustré de ne pas pouvoir intégrer ces modifs, ces améliorations. Oui, exactement. Merci. Au sein de 386 BSD. Et ils forment un groupe, un groupement de programmeurs qui décident de monter la toute première communauté autour d'un système d'exploitation. Quand je dis communauté, c'est tout ce que ça représente, c'est-à-dire des repositories, donc à l'époque c'est CVS, des mailing lists, des canaux, alors en l'occurrence c'était pas IRC, c'était ICB, un domaine avec un site web, etc., avec des informations sur tout ce que vous connaissez aujourd'hui comme standard de ce qu'est une communauté vient de là. Et ce projet, je vous le donne en mille, c'est le projet NetBSD. NetBSD est, à mon sens, le système qui se rapproche le plus de l'Unix originel, ou en tout cas de BSD Unix, en ce sens qu'il est un dérivé immédiat de Net2, 4.3BSD, etc., etc. À tel point que dans les versions, donc la première version publique de NetBSD, elle arrive en mars 93, et c'est la version 0.8. Et cette version sera synchronisée plus tard, parce que la CSRG continue à bosser de son côté sur 4 BSD. Ah oui, tiens, petite anecdote. Vous vous demandez peut-être, il y a eu 1 BSD, 2 BSD, 3 BSD, 4 BSD, et puis après 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Je vais en parler maintenant. Mais il n'y a pas eu de 5. Bah non, il n'y a pas eu de 5. Pourquoi? À cause d'AT&T. Parce qu'ils avaient peur que si il y avait un BSD Unix 5, on fasse l'amalgame avec Unix System 5, qui était le nom officiel de l'Unix d'AT&T. Donc du coup, il n'y a pas, et il n'y aura pas, de BSD Unix 5. Ce qui n'empêche pas que les dérivés, donc NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, etc., eux ont des numéros de version. Bah là, NetBSD, on en est à la version 9, 9.2. FreeBSD 13, etc. Donc, je reviens à NetBSD. Donc NetBSD, le projet NetBSD, du coup, avance seul, en quelque sorte, et est composé de pas mal d'anciens contributeurs à BSD originel, et il se synchronise avec le temps sur les différentes releases futures de BSD, et la dernière d'entre elles, qui est 4.4 BSD Lite 2, qui sort en 1994, et cette version est 100% libre de tout code d'AT&T. Tout a été refait, réécrit from scratch, il n'y a plus rien. C'est pour ça que ça s'appelle Lite 2. Et en 95, pardon, eh bien la CSRG, en ayant donné naissance finalement, parce que là j'ai parlé de NetBSD, mais quelques mois plus tard, émergeait le projet FreeBSD, sur le même modèle, avec des personnes différentes, avec des ambitions différentes, des envies différentes. Pour faire très court, NetBSD, depuis toujours, est resté très enraciné dans le modèle de recherche. Et typiquement, NetBSD, son mantra initial, c'était de faire fonctionner le système d'exploitation sur le max de machines possibles. Là où FreeBSD s'est orienté très vite expérience utilisateur sur x86. Aujourd'hui, FreeBSD fonctionne sur d'autres plateformes,
Mais initialement, les deux projets avaient vraiment deux vues différentes de ce que devaient être les héritiers de BSD. Et en l'occurrence, voilà, NetBSD avait une vue plus académique, on va dire, plus recherche et plus propreté du code que FreeBSD. Et non, je ne suis pas en train de dire que FreeBSD est dégueulasse, loin de là. Je dis juste que c'est deux approches très différentes. Et finalement, enfin, avec le temps, chacun participe à la vie de l'autre, les drivers des uns sont intégrés chez les autres, etc. Un jour, je vous ferai un live sur le système d'init de NetBSD, et en fait, vous verrez qu'il a été adopté par FreeBSD, puis par OpenBSD. Donc voilà, c'est le point de départ. C'est réellement le point de départ de ce qu'on peut considérer être les communautés du logiciel libre, les communautés autour des Unix libres. Et en 1995, donc comme je le disais, et ben finalement cette fameuse CSRG, enfin si vous, pour ceux qui étaient là hier, hein, rétrospectivement, est-ce que vous imaginez le travail considérable et surtout la révolution que ce groupe de travail a littéralement emmené dans notre univers? Genre, aujourd'hui, si je suis en train de streamer sur une plateforme propriétaire, etc., sur Internet, faire de la vidéo et tout, sur mon système libre, eh ben, c'est uniquement parce que il y a une poignée de fanas qui ont fait un pari, euh, qui ont, je ne vais pas dire qu'ils ont roulé l'armée dans la farine, parce que à la fin, bon, si peut-être un peu, mais à la fin, c'est malgré tout l'idée originale d'un réseau décentralisé provient de DARPA, en tout cas les specs, donc tout n'est pas à jeter. Néanmoins, c'est parce qu'ils ont fait les paris qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils ont eu l'audace qu'ils ont eu en particulier face à une entité commerciale, face à l'armée. Enfin, c'est quand même pas rien. Genre, dire non, je vais pas faire ce que tu me demandes, alors que c'est une entité aussi forte que DARPA qui est en face, ça prend quand même pas mal de courage. Donc voilà, issu, enfin, vu la tournure des événements, le nombre de projets qui commencent à émerger, donc du côté de BSD Unix, encore une fois NetBSD, FreeBSD, et un peu plus tard OpenBSD, vu l'essor qui est en train de prendre Linux de son côté, bah, la CSRG en 1995 est dissoute. Donc c'est pas si ancien, hein, est dissoute, et voilà, son œuvre est désormais dans les mains des héritiers que sont ces divers systèmes BSD Unix, et également Linux, parce qu'il y a un nombre non négligeable de codes issus du monde BSD qui tournent dans les machines Linux, notamment NFS, notamment plus récemment, peut-être que certains d'entre vous utilisent ZFS sur Linux. Moi je l'utilise sous FreeBSD. Il se trouve que ZFS, donc pour vous dire que les relations, disons, de parenté entre Sun et le monde BSD ont continué bien après la CSRG. Il faut savoir que donc ZFS, qui est un système de fichiers extrêmement puissant, qui a été créé par Sun, eh bien, s'est retrouvé libéré dans FreeBSD. Je ne sais plus quelle version. Et aujourd'hui, c'est FreeBSD qui est plutôt qui lead plutôt le développement de ZFS, avec une version qui s'appelle Open ZFS, qui se retrouve aujourd'hui également dans Linux. Et donc, du coup, ces différentes entités travaillent ensemble sur 3 environnements Unix libres,
Alors pour Solaris c'est discutable, mais en tout cas pour FreeBSD, NetBSD et Linux, qui sont à ma connaissance les trois seuls Unix libres qui disposent de ZFS, et ben c'est une réalité. Hier je parlais de portabilité, bah voilà typiquement un exemple de logiciel qui n'est pas écrit par des feignasses, euh, qui est écrit dans une logique de portabilité et donc de meilleure stabilité, parce que pour ceux d'entre vous qui développent, ont développé ou vont développer, eh bien, sachez que développer un logiciel pour un système d'exploitation, voire pire, une distribution, c'est très bien, mais vous n'avez qu'une seule vue des problèmes potentiels de votre logiciel. Lorsque vous allez le compiler sur une autre architecture, qu'elle soit matérielle ou logicielle, c'est-à-dire un autre OS ou un autre processeur, eh ben vous allez potentiellement tomber sur des bugs que vous n'auriez pas vus sur votre système Linux classique. Voilà, c'est de ça dont je parle quand je parle de puissance de la portabilité. Et donc voilà, bah c'est aujourd'hui la réalité des échanges, bah c'est ça, c'est que les projets bossent les uns avec les autres. Encore une fois, avec des philosophies différentes. NetBSD est toujours resté dans cette logique, comme je disais, très recherche et très, allez, entre très gros guillemets, beauté du code, quoi. Faire en sorte que ce qui est produit est beau. Euh, et enfin, on échange régulièrement des drivers avec typiquement le firewall PF qui a été d'abord développé par OpenBSD, et ben, est présent chez FreeBSD, est présent également chez NetBSD, même s'il est aujourd'hui déprécié pour NPF. Voilà, il y a pas les directions sont certes distinctes, néanmoins les échanges sont réels. Donc aujourd'hui, moi je considère NetBSD, FreeBSD, OpenBSD et DragonflyBSD dans une moindre mesure comme des héritiers réels et grandissants de la CSRG, puisque aujourd'hui, enfin, les développeurs de ces systèmes d'exploitation se comptent par milliers. Là où la CSRG, je ne sais pas exactement combien de personnes il y avait là-bas, mais je doute que ça dépassait la centaine. Donc voilà, j'ai fini l'histoire, enfin, de BSD Unix, et bah, j'espère que vous appréciez l'implication colossale de cette évolution de Soft, okay, de ce qu'elle a fait dans notre monde informatique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer alors plusieurs choses. Comme je vous l'ai dit, ces systèmes d'exploitation fonctionnent sur des machines qui sont extrêmement anciennes et qui ne tiendraient probablement pas dans votre salon. Je vous avais montré hier la toute première machine sur laquelle les tentatives multix ont eu lieu, donc c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez la gueule du truc, hein, mais c'est pas simple. La machine suivante, qui est un peu plus petite, c'est le légendaire PDP-11. Mais bon, c'est quand même, Alors, ceci dit, hein, moi je vous dis très sincèrement, il faut que j'en parle à ma femme, mais je pense que j'aimerais beaucoup avoir un PDP-11 dans mon salon. J'en parlerai plus tard. Je sais pas combien ça coûte, hein, un PDP-11 aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est le type de machine sur lesquelles on faisait fonctionner Unix. Alors aujourd'hui, évidemment, dans votre téléphone, là-dedans, je pense qu'on fait rentrer plusieurs milliers de PDP-11 au minimum. Je ne sais pas ce que ça représente en termes de puissance de calcul, mais voilà, ce gros machin-là,
Aujourd'hui, c'est évidemment super dépassé. Et il y a évidemment, comme pour tout type de logiciel, des émulateurs. Alors, ça c'est la première partie du truc. On a des émulateurs PDP-11. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, ce qui était compliqué, si on voulait faire fonctionner les anciens Unix, c'est que justement ces anciens Unix étaient, disons, bridés par des licences, entre autres d'AT&T. Et il se trouve que la marque Unix a été sujette à je ne sais combien de rachats et de déplacements, etc. Enfin, ça a été assez épique. Et une des sociétés par laquelle la marque Unix est passée, c'est une société, pour les plus anciens d'entre vous, vous vous rappellerez peut-être de la société Caldera. Caldera qui proposait une version de Linux, Caldera Linux, qui était fort convivial, qui a pas duré longtemps, mais qui était fort sympathique. Et lorsque la marque Unix a appartenu à Caldera, eh bien ils en ont profité. Et franchement, enfin, on ne pourra jamais assez les remercier. Ils en ont profité pour libérer le code source et toutes les informations relatives à Unix. Alors, pour les gens comme moi, amoureux de l'histoire des systèmes d'exploitation et en particulier des systèmes Unix, c'était un énorme fantasme. Je me souviens avoir vraiment regardé mon écran et scrollé et avoir regardé le moindre bout de C qui était disponible. Et en fait, tout ça est compilé dans un site. Alors, est-ce que je l'ai ouvert ici ou pas? Oui. Dans un site qui s'appelle The Unix Heritage Society, TUHS. Et alors là, je vous le dis, si vous aimez ce genre d'histoire, allez sur ce site, préparez plusieurs heures, servez-vous un bon verre et vous allez vous amuser. Je vous propose de regarder quelques petits trucs dessus. Ok, bon, je sais je vais probablement encore dépasser l'heure, mais je voudrais juste vous montrer quelques trucs. En particulier, alors, on va voir après les images qui sont mises à disposition, mais ce que je vais vous montrer en premier, c'est ça. Vous pouvez browser, vous pouvez parcourir l'ancien code source d'Unix en allant jusqu'à où vous voulez. Et en particulier, si vous vous rappelez hier, là, je vous ai parlé de la version d'Unix avec le code de BBN inclus, mais qui finalement ne visera pas vieille, et ben elle est là. Elle est disponible ici. Ok, il y a une version de BSD Unix avec le code TCP/IP de BBN. Donc ça c'est assez gigantesque. Enfin, je veux dire, c'est de l'histoire. Ok, c'est littéralement de l'histoire. Et il y a un autre truc que je vais vous montrer. Donc 2.9 BSD. Ok, 2.9 BSD, on est pareil, c'est début des années 80. Je ne sais pas s'il y a des BSDistes. Ah, 500 balles, putain, le PDB. Ah ouais, quand même. Donc je ne sais pas s'il y a des BSDistes dans l'assemblée, mais vous connaissez votre file system hiérarchie, hein, où sont les choses, etc. Et puis peut-être vous vous êtes déjà demandé, bah tiens, USR SRC 6, là où il y a les sources du noyau, en particulier du système. Quand est-ce que ça a été créé ce truc-là? Parce qu'en fait, c'est la même chose sous NetBSD, sous FreeBSD, sous OpenBSD et sous Dragonfly BSD d'ailleurs. Et bien en fait, regardez, 2.9 BSD, hein, ok, USR, SRC 6. Et là, les petits amis, regardez-moi ça, un fichier de conf de kernel générique qui date des années 80. Est-ce que c'est pas beau ça? Enfin, non, c'est pas celui-là, il est là, la conf.
Ça c'est le voilà. Regardez ça. Bon alors c'est sûr qu'il est plus petit, hein. De nos jours c'est un peu plus gros. Mais tac, générique, max users, 4. Moi je trouve ça absolument magnifique. Chaque fois que je vois ça, ça me fait quelque chose. Donc on n'est pas en train, enfin lorsque vous manipulez des systèmes d'exploitation, alors BSD ou autres, hein, et qu'on a l'impression d'être super balèze et putain je viens de faire un LS mon L, wow, c'est trop classe et tout. Dites-vous qu'il y a donc attends, 70, 30, putain ça fait 50 ans en fait. Bah des gens ont fait ça. Ok, et c'est toujours utilisé. Voilà. Ah, c'est flou. C'est le browser qui est flou. Je vérifie parce que sur le. Ok, bon, va falloir que je travaille sur l'histoire de résolution, je pense, hein, parce que sur le live que je vois, ça a l'air pas mal. Bon, je changerai le bitrate. Comme je disais hier, hein, c'est vraiment mes premières tentatives hein, avec Twitch. Donc je reverrai le stream après. Cette fois, je suis en train de l'enregistrer, pas comme hier, pour voir la qualité, ce que je peux améliorer, etc. Donc, je vous invite à vous perdre littéralement dans le site de Unix Heritage Society. Pour information, GC Squad, donc le groupe dont je suis le fondateur et qui a aujourd'hui plus de 20 ans, est miroir de Unix Heritage Society. Et vous pouvez demander à être miroir de TUHS, ce qui leur fera du bien, parce que plus on va mirorer ces pièces d'histoire, et plus on pourra faire ce genre de talk et être certain que ces morceaux d'histoire ne sont pas perdus. Ok, voilà. Hop, parce qu'il y en a pas beaucoup hein, finalement. Vous voyez, il y a que ça. Hein. C'est pas. Hop, et normalement ici, je sais plus où on est. Bon, je sais plus où on est, mais j'ai suivi quelque part. Donc voilà, je vous encourage, si vous avez un peu de bande passante et un peu de place, à faire miroir sur TUHS, parce que c'est quand même un énorme morceau. Ce que je vous propose maintenant, rapidement, c'est de finalement faire booter. Alors là, en fait, c'est un système Unix V5. Donc Unix V5, je me suis mis un petit pense-bête là. Unix V5, si je dis pas de bêtises, c'est 79. Est-ce que c'est ça? Unix V5. Non, non, Unix V5 c'est 74. Je devrais le savoir, c'est mon année de décence. Et oui, maintenant vous savez tous que je suis un vieux con. Donc c'est ça, UV5 1974. Alors, je le disais, il y a un émulateur PDP-11. Et grâce à Caldera et grâce à de Unix Heritage Society, eh bien, on a accès à des images binaires. Ok? Et ces images binaires, en fait, sont des rips de bandes. Vous savez, comme dans les films des années 80. Là. Ah, ben c'est ça. Et dans donc cet émulateur, comment on le fait fonctionner? Eh ben, on lui spécifie un type de CPU. Donc je présume, alors je n'y connais strictement rien en architecture PDP-11, hein, je vous le dis. Peut-être que si Miod était parmi nous, il pourrait nous éclairer, mais en l'occurrence, moi, je n'y connais rien. Donc voilà, donc on dit le type de CPU, c'est U1, et on attache l'image disque Unix V5 machin à un device RK0, et puis on le boot. Donc, alors, c'est pas ultra, il n'y a pas de wow effect. En fait, il n'y a pas de
de kernel qui déroule et tout, hein. Enfin pas là en tout cas. Donc on démarre l'émulateur, boum. Donc là il faut s'imaginer là qu'on est sur le gros machin, sur le gros mainframe, etc. Et qu'on a dit voilà le device de démarrage c'est cette bande là et c'est RK0 et on appelle le fichier, on va exécuter le fichier Unix. Et voilà, on l'a exécuté. Et là je vous le donne en 1000, le login c'est root, boum. Et là 1974 messieurs dames. C'est quand même de l'énorme balle, non? Et là regardez, je vais dans ETC. Ah oui alors backspace fonctionne pas. Ah, CTRL C non plus. Ok, donc on va dans ETC, hop, voilà. Ah oui non, CD non plus fonctionne pas. C'était pas encore, il n'avait pas encore été écrit. Faut faire CHDIR. Donc ETC. Bon alors ouais, par contre, voilà, quand on fait 50 fautes par mot comme moi, c'est pas facile. Donc CHDIR / ETC, voilà. Voilà. Regardez-moi ça. Bah, c'est quoi ce bordel? Bah en fait, avant, dans UTC, il y avait des binaires. Et en particulier, hein? Regardez-moi ça là. 1972. C'est magnifique. Donc voilà, init. Je pense. Oui, bah oui, je sais. Je pense qu'il y a des sources. Est-ce qu'il y a des sources? Oui. Non, bref, arrête là. Je suis perdu là. Je suis où là? PWD existe, hein. Par contre, PWD, il vaut point. C'est pas super fini, hein, quand même. Peut-être écrire un mail à... Ah bah non, il est mort. Bon, tant pis. Non, je parlais de... je vais y arriver, hein. Je parlais de Denis Ritchie, paix à son âme. Et puisse-t-il être vénéré. Alors, voyons voir dans source. Ah, c'est pratique ça. Oh, je vous jure, hein, je vais pas y arriver. C'est je dire ça. Bon, alors, là, de base, je dirais, tiens, 4. Ah bah oui, mais là, le truc, c'est qu'il y en a un beau paquet qui est en assembleur, en fait. J'ai pas init, là? Ah, si, init.c. Et voilà. Le code d'init, messieurs, dames, de 1974. C'est beau. Alors, je rappelle, hein, je sais pas si je l'ai dit hier. Vous voyez, il fait pas 12 000 lignes, lui, hein. Je sais pas si je l'ai dit hier, mais le C, le langage C, pour ceux qui ne le savent pas, a été inventé ad hoc, a été inventé pour Unix, a été inventé par Dennis Ritchie, essentiellement en fait. Brian Kernighan, que vous connaissez peut-être si vous connaissez le bouquin, c'est le KR, c'est Kernighan et Ritchie. En fait, il dit qu'il a pratiquement rien fait sur le C. C'est essentiellement Dennis Ritchie qui l'a fait. Et donc, ce langage est fondamental. C'est le fondement d'Unix, en fait. Okay, donc, je ne peux pas considérer dire que je connais bien Unix si je ne connais pas un minimum le C. Alors, juste, je vérifie. Ah, où est système des jeux? Pas répondre à ça. Oui, alors est-ce que je peux alias? Je sais pas si. Non, parce que alias c'est une sous-commande du shell, donc je doute. Ouais, non, ça peut pas s'alias. Donc bon là, c'est vraiment. Ah ouais, non, si, je vais vous montrer un truc aussi. Je vais vous montrer un truc. J'étais assez surpris. En fait, regardez. On a. Non, mais arrête. Qu'est-ce qu'on a ici? On a RC. Hein, le script de démarrage RC, comme on a dans nos BSD récents. Et vous allez voir, on va jumper direct là sur un BSD pas récent,
Alors on va booter un BSD 2.11. Oui, alors ça sert à rien d'exit en fait. Tac. Donc, CTRL E pour quitter l'émulation. Je l'ai appris avant-hier. Avant, je killais comme un sagouin. Hop. Alors, hop, 2.11 BSD. Donc là, on fait un bond dans le temps là. Là, on va plutôt, on est plutôt dans les années 80. Alors par contre, lui, je sais plus comment il se boot. Je crois qu'il se boot comme ça. Je vérifie. Il me semble qu'il suffit d'appuyer sur entrée. Ouais. Ça vous dit rien ça? Ça vous dit rien ce genre de message de démarrage là? Regardez-moi ça si c'est pas beau. 2.11 BSD Unix. C'est absolument magnifique. Alors, juste 2000, c'est parce que ça a été rebuildé il n'y a pas longtemps, et je vais vous dire pourquoi. C'est que en fait, il y a des gens qui s'emmerdent dans la vie hein, quand même. Mais franchement, je vois tout à fait le pourquoi du comment. En fait, il y a des gens pas bien dans leur tête qui ont backporté la stack TCP/IP de 4.4 BSD, ou peut-être même 4.3 d'ailleurs, dans 2.11 BSD. Et je le sais parce que la première fois que j'ai fait cette expérience-là, j'ai buildé le réseau, et puis on peut attacher la VM, là, on peut l'attacher à un device TAP, ou TUN, je sais plus, un des deux. Et donc, se connecter à Internet. Et je me suis connecté à IRC avec 2.11 BSD. Et alors, si vous voulez skiller un grand coup sur la compilation, je vous propose de le faire, sachant que sur un PDP-11, vous ne pouvez pas avoir des programmes qui dépassent, je ne sais plus quelle taille, je ne me rappelle plus la taille, sans faire du padding, c'est-à-dire de la liaison de segment en segment. C'est une véritable catastrophe. Je l'ai fait, j'ai joiné GCU, j'ai un screenshot pour le prouver, avec 2.11 BSD. Et alors là, qu'est-ce qui se passe là? Bah là, en fait, on est en single user. Donc je fais CTRL D, et boum! Et voilà. Alors je sais plus si c'est bon. Et là, on est sur absolument un Unix, BSD, tout ce qu'il y a de plus naturel. D'ailleurs, vous apprécierez sendmail.core et hostid.core, lpd.core. Bon, l'image, elle est un peu à la route, hein, ça vient pas de moi. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vous ai pas raconté ça, VM Unix. Ça, c'est le noyau, ok? En fait, la raison pour laquelle... alors, c'est une question que je pose souvent quand je fais des entretiens d'embauche. Si vous ne le savez pas, le nom du noyau Linux, de l'exécutable, du programme noyau Linux, c'est VM Linux. Ça s'appelle VM Linux parce que en fait il est compressé, donc le Z signifie juste qu'il est compressé. Et sinon, si vous le décompressez, son nom c'est VM Linux. Et en fait, ça s'appelle VM Linux par respect en fait au nom originel des noyaux Unix qui est VM Unix. Et pourquoi le nom originel des noyaux Unix c'est VM Unix? C'est parce que l'implémentation, un des trucs les plus importants qui est implémenté dans les noyaux Unix, c'est justement la gestion de la mémoire virtuelle. Et pour célébrer le fait que Unix sache gérer la mémoire virtuelle, de façon ancestrale, le noyau Unix est appelé VM Unix. Et donc le noyau Linux, VM Linux. Voilà. Donc ça, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais peut-être vous montrer, parce que je pense que l'AETC est beaucoup plus moderne. Hein, on reconnaît. Déjà, je pense pas qu'il y ait de binaire là-dedans. Non. Allez, je suis un ouf. Ah non, il n'y a pas de retour. Ah, par contre, backspace fonctionne. Est-ce qu'il y a du... Ah si. Ouais, mais ça doit être des scripts. Ah non, init est toujours là. Init est toujours là, il pèse quand même 18K. Hein. 18K. Faites un ls-l de votre init sur votre Linux là pour voir qu'on rigole. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un fichier RC, mais qui est déjà beaucoup plus costaud. Regardez-moi ça. Ça ressemble quand même méchamment. Alors ouais, c'est hyper roots, et puis il y a du case, et du elif et machin, tout dans un seul fichier.
Mais on est quand même sur quelque chose de pas trop mal structuré là. Hein. Puis on a même un, ah tiens, CTRL-C fonctionne aussi, un rc.local qui lance cette mail justement. Voilà. C'est c'est très rigolo. Enfin, moi je trouve ça très rigolo, parce que je suis complètement con, mais allez creuser comme ça, tiens, USR SRC, 6, tiens, config, générique. Tiens, je suis curieux. Ah oui, sale noob. Je fais un tab, alors que bah il n'y a pas, en fait. Ah, il commence à être costaud là quand même le générique, hein. Et alors si je dis pas de bêtises, je pense que IP... Ah voilà, inet, c'est ça. Hey, regardez, dans le fichier de conf du noyau, TCP IP inet, il n'est pas compilé. C'est fort ou pas? Voilà. Alors pour info, dans ce système BSD là, enfin tout ce qui est avant, je dirais au minimum 4.4 voire 4.3, il n'y a pas de DNS. Non, pas de DNS au sens stricto sensu quoi. Et donc, il fallait tout mettre, tous les hosts, il fallait tous les mettre dans ETC hosts. Et c'était quoi le DNS de l'époque? Eh ben c'était un fichier ETC hosts que tout le monde se partageait. Et ouais, c'est la classe. Voilà, je pense que j'en ai fini pour cette petite démo. Est-ce que j'avais prévu autre chose? Tac, 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 fin de la CSRG, je vous ai fait les images, on a vu tout le monde. Si je voulais vous montrer juste un truc, oui c'est ça, je voulais vous montrer juste un truc pour vous prouver que je suis pas un mytho. Dans le CVS Web public de NetBSD, eh bien voici le premier commit, qui est le patch kit. En fait on appelait ça un patch kit, enfin non, moi j'ai malheureusement pas participé à ça, mais ce patch kit en fait c'est le diff qui existe entre 386 BSD et NetBSD. Donc ce qui se rapproche le plus du BSD originel. Il est là. Et ça date de 28 ans. C'est pas de la merde ça, monsieur, dame. Voilà. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que ça vous a au moins autant amusé que moi. Moi, ça m'éclate toujours autant. J'ai plein d'idées pour la suite des lives. Il va y avoir du NetBSD, il va sûrement y avoir du C. J'ai envie de faire un truc que j'avais fait il y a quelques temps. C'est de décomposer un programme C extrêmement simple, en fait, qui ne fait rien. Juste pour vous faire comprendre ce que c'est qu'un code de retour, ce que c'est que des paramètres, ce que c'est qu'une stack, enfin des trucs vraiment fondamentaux sur le fonctionnement d'un programme et d'un système d'exploitation de façon générale. Mais je suis tout à fait ouvert aux suggestions. J'espère que cette chaîne va durer longtemps. J'avoue que je trouve ça très rigolo. Et puis bah si vous trouvez ça aussi rigolo que moi, eh bien on va bien s'amuser ensemble. Parlez-en aux copains. Faites-moi passer au. J'ai réussi un truc apparemment. So it begins, je sais pas quoi. Puis là, le next step c'est affiliate, je crois. Il faut que j'ai, je sais plus, plus de 50 followers. Ah bah tiens, j'ai 61 followers. Merci tout le monde. Voilà. Donc en tout cas, moi je suis super partisan pour continuer. J'aime bien échanger. Ceux qui me connaissent le savent. J'aime bien partager. Et ça me fait plaisir de vous diffuser un minimum de ma passion tant que possible. Et je vous remercie d'avoir participé à ce deuxième live. Je vais vérifier que mon enregistrement s'est pas chié.
et je tâcherai de mettre ça sur YouTube incessamment sous peu. Voilà, merci à tous. Très bon dimanche, très bonne fin de dimanche. Amusez-vous bien. Mettez en application tout ce que vous avez appris. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter sur les divers réseaux sur lesquels je suis. Voilà, bye bye tout le monde. Merci encore. Ciao. Jingle.